Alors, on va discuter de données, intelligence artificielle en agriculture. Quels enjeux pour la formation des futurs ingénieurs agro-agri, les ingénieurs agronomes? Alors, c'est évidemment une révolution que vous vivez tous, que nous vivons tous ici dans l'espace. Je ne vous l'apprends pas, hein, les amis, vous le voyez, vous la vivez vous. Moi, je suis extrêmement étonné parce que je fais les InnovSpace chaque année. Tous les objets aujourd'hui sont connectés. Même la benne est connectée et intelligente. C'est comme ça. C'est une révolution, c'est une lame de fond. Il y a évidemment un effet marketing, un effet publicitaire, on n'est pas totalement dupe, mais on va se demander justement quelle est la réalité de cette révolution. Jusqu'où elle va? Est-ce que ça change nos métiers, nos pratiques à la marge, ou est-ce que ça change le métier d'éleveur profondément? Ce sont des vraies questions, même si on n'est pas nombreux, hein, je vous rassure. On va en discuter et moi je trouve ça intéressant et je vous écoute. Jusqu'où ça va? Et puis on va se demander aussi, parce que c'est important et c'est notre thème de notre débat, qu'est-ce que ça change sur la formation des ingénieurs? Est-ce qu'il faut donner du temps? Comment? De l'information? De la formation? Jusqu'où? Mettre en place des travaux pratiques? Allez-y, vous nous direz ce que vous avez eu comme formation aujourd'hui sans langue de bois, même si vous êtes près de vos profs. Vous nous direz comment vous voyez le travail sur l'intelligence artificielle dans vos formations respectives. Et puis à partir de là, j'espère qu'on sortira de ça un peu plus intelligent. C'est l'objectif du débat. Évidemment, vous pouvez... Hello la mascotte, tu vas bien? En forme? Dis donc, t'as grandi en une année, hein. Parfait, super, merci à toi. Alors, j'espère qu'on sortira de là avec des idées pour justement réfléchir à comment améliorer nos formations. Parce que vous, les ingénieurs, vous êtes le fer de lance de notre agriculture de demain. J'en parle très librement parce que moi, je suis un littéraire et les études d'ingénieur m'ont été interdites par mon incapacité à comprendre les mathématiques et la physique. Bon, une fois qu'on a dit ça, je vais vous présenter très rapidement. Clara est là. Clara Bourgault, 23 ans. Vous me dites, si je dis une bêtise, vous prenez le micro et vous corrigez. Étudiante dernière année, Agrocampus Ouest. Et vous avez une expérience dans une entreprise de la reproduction bovine. C'est bien ça, hein? Parfait. Léna Camus, 23 ans également, étudiante dernière année de l'ESA, l'École supérieure des agricultures d'Angers. C'est bien comme ça qu'on dit. Vous êtes en alternance à la Copperl, service nutrition. Maxence Palluot, 22 ans, 5e et dernière année également à l'ESA. C'est bien ça. Et Adrien Le Breton, 29 ans, vous êtes le vieux des étudiants, entre guillemets. Vous êtes sorti d'Agrocampus Ouest en 2020 et vous travaillez actuellement à l'Institut de l'élevage, à la station expérimentale Vaud-Boucherie, hein, Heureux, c'est ça? Ou non? Pas du tout. Heureux tout court, c'est pas Vaud-Boucherie. J'avais été voir sur Internet, pourtant, moi je croyais que c'était spécialisé, mais vous nous direz. Juste à côté, hein, à côté du SPACE, on n'est pas loin. Et vous avez les deux professeurs, vous avez vu, qui se sont mis au milieu parce qu'ils dirigent, ils dominent, c'est normal. Vous avez Yannick Le Kozler, c'est bien comme ça qu'on dit votre nom. Vous travaillez à Agrocampus Rennes et aussi vous travaillez comme chercheur à l'unité mixte de recherche INRAE à Saint-Gilles. Tout à fait ça. Yannick Lautroux, l'autre Yannick, enseignant-chercheur, zootechnie lait, responsable de la 5e et dernière année à l'ESA à Angers. C'est parfait. Alors évidemment, je le redis, n'hésitez pas à venir, à nous interpeller, à nous poser des questions. On n'est pas nombreux, mais on a le droit de réfléchir. Ce n'est pas un souci. Moi, j'aimerais qu'on précise les choses d'abord, parce que pour moi, qui suis un littéraire, c'est un peu vague quand même. Il y a beaucoup de marketing, j'ai l'impression de me faire enfumer un peu, et pourtant je vois que cette lame de fond, elle est là, et je l'utilise un peu, moins que d'autres. Je me tourne vers vous, Adrien, parce que vous bossez là-dessus à l'Institut de l'élevage. Est-ce que vous pouvez nous définir, nous dire qu'est-ce que c'est données et intelligence artificielle appliquées à l'agriculture? Bonjour à tous. L'intelligence artificielle, en fait, c'est une vieille notion qu'on remet à la mode récemment, mais c'est tous les processus qui visent à mimer des traits d'intelligence humaine. Donc il y a plusieurs grandes familles d'intelligence artificielle. Une qui est la plus vieille, ça va être l'intelligence artificielle prédictive, analytique, qui va nous aider à comprendre quelque chose, à prédire quelque chose. Ça, on le fait depuis très longtemps. Par exemple, les index génétiques, c'était essayer d'interpréter des séquences d'ADN sur le résultat. Donc c'était déjà de l'intelligence artificielle. Mais on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque. D'accord.
Qu'est-ce qui a changé et pourquoi ça fait le buzz? Aujourd'hui, on a des capacités de calcul qui sont plus importantes, qu'on va avoir des systèmes plus complexes, et on a les fameuses données. Donc les données, c'est l'information qui nourrit ces intelligences artificielles, qui sont de plus en plus nombreuses. Donc on a des systèmes de plus en plus complexes sur l'analytique. Et ce qui fait encore plus le buzz ces 3 dernières années, c'est l'intelligence artificielle dite générative. Donc c'est ce qui va produire quelque chose. Donc c'est les chat GPT, Mistral et autres chatbots. C'est ce qui va permettre de générer du texte, de l'image, etc. Et là, on crée quelque chose avec la générative. C'est ça, on produit de l'information. D'accord. Alors moi, à mon époque, parce que j'ai fait des études aussi agricoles, mais on appelait ça des OAD. Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ou pas? Des outils d'aide à la décision? La plupart des OAD embarquent de l'intelligence artificielle, parfois très simple, mais par exemple, nos détecteurs de chaleur, là vous en verrez partout en face, on mesure un niveau d'activité et au départ on a dit si le niveau d'activité est au-dessus de tel seuil, la vache est en chaleur. Donc finalement, on mimait déjà l'intelligence humaine qu'on traduisait en informatique et on interprétait les données, mais c'était déjà de l'intelligence artificielle. C'était déjà de l'intelligence artificielle. La révolution, entre guillemets, médiatique et dans nos consciences, ça a été l'arrivée de ChatGPT qui a embarqué la société et nous-mêmes. C'est là qu'on a changé les choses et qu'on a changé de perception. Hein. C'est comme ça que je le ressens. On l'utilisait, mais c'est différent. Alors maintenant, j'aimerais vous donner la parole à tous, que vous me disiez, chacun l'un après l'autre, en quoi vous l'utilisez aujourd'hui. Est-ce que vous l'utilisez, oui ou non? Comment? Et puis on essaiera de se poser la question, jusqu'où ça ira? Qu'est-ce que ça va changer? Mais d'abord, parlons de ce qu'on fait aujourd'hui. Je commence par vous, Clara. C'est bien ça, hein, Clara, que je ne dise pas de bêtises. Est-ce que vous avez utilisé, dans le cadre de vos travaux agricoles, que ce soit à l'école ou en entreprise, de l'intelligence artificielle? Alors oui, on l'utilise, je parle un peu au nom de tous les étudiants, mais de plus en plus. Et notamment ChatGPT prend de plus en plus de place dans nos vies. Moi personnellement, on l'utilise surtout un peu en amont des travaux parce qu'on lui laisse pas tout faire. Hein. Il fait quand même. Il dit Alors quand vous même pouvez des parler librement devant vos profs. Est-ce que Pas vous de- faites tous vos travaux Non. avec ChatGPT? Non, on s'en sert. Moi, je m'en sers vraiment comme de base, un peu pour plutôt justement génératif, donc générer des idées, des mots-clés qui nous lancent, par exemple, sur une recherche. Quand on a besoin de faire une recherche biblio, etc., il va venir nous aider à cibler nos mots-clés pour après avoir des recherches et trouver des documents vraiment qui nous intéressent dans notre recherche. Ça fonctionne? Au niveau d'études où vous êtes, ça fonctionne encore ou est-ce que c'est limité? Si, non, il fonctionne. Et même des fois, en anglais, on a du mal à trouver les mots-clés en anglais. Oui. Et c'est là qu'il est aussi il est très Très performant sur ce point-là quand même. Alors, au-delà de ChatGPT, j'allais dire dans les études, est-ce que vous l'avez utilisé de manière professionnelle, notamment dans votre entreprise de semences? Oui, donc j'ai réalisé un stage donc chez IMV. C'est une entreprise qui fabrique tout ce qui est matériel d'insémination. Et donc, il y a un pôle R&D où j'ai pu faire un stage et on fait des tests sur de la semence. Et donc, on a un logiciel d'analyse de la qualité de la semence qui arrive grâce à une intelligence artificielle, à nous donner énormément d'informations sur la qualité de la semence. Et donc voilà, c'est un exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle intégrée à un logiciel. Ça gagne du temps, ça gagne de l'argent? Oui, énormément. Parce que, alors, avant, c'était l'œil humain on utilise. Il fallait toujours. passer tous les lots, ou au moins des lots représentatifs sous le microscope avant, c'était ça? Oui, c'est ça. Là, on analyse la semence de plusieurs taureaux dans un milieu précis parce que IMV produit les milieux de conservation. Et donc, on vient analyser la qualité de la semence dans cette machine qui va nous donner les résultats très, très rapidement. Et on peut faire beaucoup de lots très rapidement. Donc, elle est fiable et plus rapide et moins chère, j'imagine, qu'un humain. Vu qu'elle met moins, elle met moins de temps. Puis elle travaille la nuit, peut-être. Non, c'est quand même l'humain qui lui demande. Ah, d'accord, il faut le piloter. Oui, il faut la piloter. D'accord. Mais on gagne un temps fou. Un temps fou. Impeccable. Léna, est-ce que vous avez été confrontée ou en quoi vous êtes confrontée à l'intelligence artificielle dans vos études et dans vos travaux déjà, si vous avez déjà travaillé? Du coup, moi, c'est un peu comme Clara. Donc, au niveau des études, j'utilise surtout des chatbox. Parlez bien dans le micro. Donc, comme ChatGPT, par exemple.
Donc, je lui pose des questions. Par exemple, quand je fais des recherches bibliographiques, donc c'est vrai qu'en études d'ingénieur, on est amené à en faire beaucoup. Donc, par exemple, une fois, j'ai testé, je lui ai demandé, regarde cet article et dis-moi les données importantes qu'il en ressort. Ah oui. Et en Comme ça vous évite de lire l'article. Oui, voilà, j'ai essayé au début. Mais en fait, ce qui en est ressorti pour moi, c'est que parfois, il donne des données complètement aberrantes. Donc, Ah oui. ouais, il faut toujours avoir un œil critique avec Donc on il faut se retaper utilise ça. l'article derrière. Ouais, voilà. on l'a lu deux Oui, fois, c'est ça, finalement. carrément, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, mais j'avais testé comme ça par, D'accord. Donc c'est limité encore ChatGPT, ouais, j'allais dire. par curiosité. Oui, bien sûr. C'est bien. Et sinon, dans le cadre de mon travail, donc comme je suis en alternance au service nutrition, donc moi, ma De la mission, Coperne oui, de la Coperne, Coopérative port. oui, dans les ports. Donc moi, ma mission, c'est en lien avec la consommation des truies en maternité. Donc en fait, je suis amenée à traiter beaucoup de données parce qu'en fait, on récupère les données de consommation des truies grâce à des automates de distribution d'aliments. Et donc toutes ces données sont récupérées sur des fichiers Excel principalement, mais en grande quantité. Donc pour ça, en fait, moi, j'utilise le logiciel R qui permet de fusionner toutes les données et également de... Les analyser non Oui, les analyser, Les oui, mais classer aussi de déjà les mettre en forme. Les mettre en Mais en forme. fait, pour utiliser le logiciel R, il faut utiliser des codes. Et en fait, c'est là que moi, j'utilise ChatGPT parce qu'en fait, il m'aide à créer les codes R. Comme il fait un petit peu, il regroupe toutes les informations d'Internet, le ChatGPT. Donc en fait, il m'aide principalement pour le logiciel R. D'accord. Et c'est un réel gain de temps. C'est un gain de temps. Mais toujours méfiance, il faut toujours vérifier ce qu'il nous dit et voir si c'est correct ou pas, quoi. D'accord, ok. Voilà. Même question, Maxence. C'est ça. Parlez bien dans le micro. Je vais un peu répéter. Oui, mais c'est pas grave. Mais pareil. Est-ce que vous trichez avec ChatGPT? Non. Non, c'est compliqué. On est en salle d'examen. Donc oui, pareil. J'ai déjà utilisé pour faire des recherches bibliographies pour n'importe quel sujet. Mais souvent, oui, il faut vérifier parce que on demande de nous trouver des articles sur tel sujet. Ouais. Il nous en sort. On les lit, puis on se rend compte que en fait, c'est pas exactement ce qu'on a demandé, ou les résultats sont pas des articles sont pas exactement à quoi on s'attendait, à ce qu'on avait demandé. Donc là, il y a une limite sur ChatGPT. C'est quand même très limité pour l'instant. Hein. Peut-être qu'un jour, ce sera mieux. Mais... Oui. Okay. Et puis aussi, des fois, pour comprendre des sujets. Sur n'importe quel sujet, vous pouvez poser une question à ChatGPT, par exemple en se méfiant toujours. C'est ça, en se méfiant. Parce Ouais. que des fois, ça sort, surtout au début, ça sort des aberrations, mais après, ça s'améliore quand même avec le temps. Donc, est-ce que, évidemment, vous avez forcément un lien avec le monde agricole? Je ne sais pas lequel. Est-ce que vous avez fait déjà des stages dans le cours de vos études? Ou est-ce que vous avez visité des exploitations à la journée? J'en sais rien. Est-ce que vous avez vu des utilisations d'intelligence artificielle en élevage, par exemple? Ou pas? J'ai fait des stages, mais visité des élevages, mais non, j'en ai pas vu. Enfin, des automates, des automatisations. Des OAD, probablement, il y en a partout maintenant, des OAD, forcément, mais ça t'est pas apparu. Non. T'es pas apparu comme une intelligence artificielle à ce moment-là. Non. Alors, on va voir justement avec les profs. On va commencer avec le Yannick de droite et puis le Yannick de gauche, mais c'est sans parler des écoles. On est bien d'accord. Hein. Oh là là, attention. Yannick Letrou. Yannick, jusqu'où? Alors, dites-nous, vous. Qu'est-ce que vous voyez dans les élevages et jusqu'où ça pourra aller demain? Et même question pour Yannick Le Cosler tout à l'heure. Alors, je pense que nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle, elle fait des tâches qui sont très chronophages, pas très intéressantes et un peu pénibles. Donc, d'agglomérat, c'est ça. Alors, d'une part, et d'autre part, je pense qu'elle aide aussi elle pilote des outils de pilotage. Enfin, elle est un outil de pilotage. Elle est capable pour les monogastriques, par exemple, en élevage de poulets de chair, on sait très bien que la performance de l'animal va être très liée à la qualité du bâtiment et de l'ambiance qu'il y a dedans. Ouais. Et donc, grâce à des capteurs, je pense que l'intelligence artificielle en élevage nécessite d'avoir de très bons capteurs
Oui. Ça, c'est une industrie qui n'est pas si jeune que ça, celle des capteurs. Qui c'est- produisent des données. Voilà, Et que l'intelligence et ces peut données sont analyser. ensuite interprétées, comme on disait tout à l'heure, et permettent de dire, de réguler des ventilations, de réguler des distributions alimentaires, de mettre en route des alertes, de dire à l'éleveur, attention, il y a quelque chose qui se passe très mal, il faut venir. Et puis, elle permet aussi, parce que tout ce qu'elle génère se transmet électroniquement, que des gens qui sont à 5000 Extérieur. km de Ou alors, l'élevage soient capables de dire, dans cet élevage, il est en train de se passer quelque chose, il faut réagir vite. D'accord. Donc, oui, donc c'est à la fois remplacer des tâches chronophages et pénibles, par exemple faire des pesées Ouais. d'animaux ou trier des animaux. L'intelligence permet aussi de faire ça, de nous aider à faire ça. Et puis d'être un outil de pilotage extrêmement efficace en fait dans certaines circonstances. Alors, on a vu l'exemple sur la volaille, on voit bien. Mm. Il y a aussi le robot de traite. Est-ce que dans le lait, Oui. qu'est-ce que ça change? Vous pouvez nous décrire rapidement qu'est-ce que c'est, quelles informations on peut utiliser et qu'est-ce que ça change dans le métier Le robot de d'éleveur? traite collecte chaque jour énormément de données sur la vache qui est en train de se faire traire. Et donc ça aussi, ça peut être traité et nous dire, tiens, elle est en chaleur, attention, c'est bizarre, elle a eu une baisse de lait aujourd'hui. Les mammifs Alerte, aussi, j'imagine. Ouais. les marmites aussi, oui. Donc, une fois de plus, c'est encore une aide au pilotage C'est ça. de l'élevage. Est-ce que du coup, le métier de l'éleveur, à vos yeux, mais on se posera la question collectivement, il est changé? Est-ce que c'est la machine qui pilote ou est-ce que c'est toujours l'éleveur? Non, parce qu'en fin de compte, on dit à l'éleveur, attention, il se passe ça, ou la vache, elle est en train de faire ça, maintenant, prenez une décision. D'accord. Donc, c'est une aide D'accord. à la prise de décision. Bon, par contre, quand même, quand c'est régulé Oui, une ventilation... il peut y avoir des on n'a pas- automatismes. Voilà. On peut peut-être programmer la machine pour que la température soit régulée immédiatement sans que le mec Mais ça ne s'occupe veut de pas dire revenir. qu'il ne faut pas que l'éleveur passe dans l'élevage. Hein. Dans un Bien sûr. poulailler, si l'éleveur ne passe pas deux fois par jour, on va avoir des morts un jour sans comprendre pourquoi. Hein. Bien sûr. L'autre Yannick Le Cosler, même question. Exemple pour vous dans les fermes aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez en termes d'utilisation et qu'est-ce que ça change pour le métier d'éleveur demain? Alors moi, je vais juste faire un petit complément par rapport aux étudiants. ChatGPT, par exemple, on l'utilise. Moi, je l'utilise. Il y a la version gratuite, version payante. La version payante n'est peut-être pas si accessible que ça pour tout le monde, mais elle est beaucoup plus performante. Elle est plus performante, Elle est d'accord. performante. Elle n'est pas encore parfaite, mais elle est très performante. D'accord. Et donc, cette utilisation aussi pour les étudiants, c'est vrai que Clara l'a dit, hein, elle l'utilise pour son travail de tous les jours, pour chercher des formules sur les logiciels R, etc. En enseignement, on garde quand même une petite part d'écriture manuelle aux étudiants en salle pour leur apprendre à écrire. Très bien, ça c'est ChatGPT, important. C'est important pour vous de le garder, ça. C'est important pour que, voilà, il y a quand même des choses qu'il faut savoir faire. Bah Je oui. pense que l'écriture, en tant que journaliste, vous devez savoir, c'est important. Moi, c'est utile, c'est mon métier. Voilà. Mais oui. Donc l'enseignement, il va changer, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais moi, je suis enseignant-chercheur, donc il y a une partie recherche aussi. Donc sur la partie recherche, il y a des choses qu'aujourd'hui, on teste avec l'IA qui ne sont pas nécessairement encore en place dans tous les élevages. Donc des applications qui permettent de surveiller des troupeaux, 150, 200, 300 animaux en Ouais. temps réel, et on continue 24 heures sur 24. Et avoir des informations très précises. Attention, il y a un comportement qui change. Le comportement change, c'est peut-être source parce qu'il y a une pathologie qui arrive dans le troupeau, parce D'accord. qu'il y a peut-être un problème. Ça, c'est en bovin, par exemple? En bovin, on peut l'utiliser à ce D'accord. niveau-là. Et c'est fiable. Ça se fiabilise. Ça se On fiabilise. voudrait que ça aille très vite. Alors, pourquoi on voudrait que ça aille très vite? Alors, il y a une étude qui vient de sortir par le créateur de ChatGPT, on revient dessus. Il a fait un peu l'utilisation de son outil sur la dernière année. Elle est sortie lundi dernier, vous pourrez Ah regarder. oui, c'est récent. Il y a un an, il y avait à peu près, je crois que c'était 540 millions de messages par jour Oui. pour ChatGPT. Aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé à 2,6 milliards. Ah oui. Donc c'est utilisé par tout le monde et dans tous les domaines. Et très souvent, on va l'utiliser pour chercher une information, pour nous aider à comprendre un phénomène. Donc l'outil, on peut l'utiliser même sans que ce soit connecté à l'élevage. Par contre, on a des outils aujourd'hui, des algorithmes qui sont derrière tout ça, hein, qui sont développés par des entreprises, privées, hors public un peu moins, mais qui vont permettre d'avoir analysé les informations. On parlait des robots de traite. On peut coupler des informations qu'on ne pouvait pas coupler jusqu'à présent, parce qu'on a des millions et des millions de données qui remontent par jour. Vous les couplez et vous pouvez aussi avoir une information nouvelle. Il y a des choses qu'on sait faire, il y a des choses qu'on utilise, et puis je pense qu'il y a encore des choses à l'avenir qui pourront être utiles, lesquelles je ne suis pas devin. J'ai une petite idée, mais je ne suis pas devin. Est-ce que ça change le métier de l'éleveur? Je repose cette question parce que, mine de rien, vous me décrivez quelque chose qui change beaucoup de choses quand même. Alors pour moi, l'éleveur, il y a
tous les éleveurs ne vont pas utiliser ChatGPT. Non. Ne veulent pas utiliser ces outils-là. Tout le monde n'est pas connecté. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui vont... Vous êtes sûr que tous n'utiliseront pas de l'intelligence artificielle demain, par exemple en hors-sol, en porc ou en volaille? J'imagine que ça Une va être forme compliqué d'intelligence de faire du artificielle plein air demain, enfin j'en sais rien. Peut-être, mais pas non plus tel qu'on l'imagine, où c'est les machines qui vont tout faire. Mhm. Je pense que l'œil de l'éleveur, on en aura toujours besoin. Ça peut aussi apporter une aide, ça peut aussi pallier à une absence de main-d'œuvre. Ouais. Faut être clair, hein, Ok. c'est un des objectifs aussi. Donc ce de sera l'IA. toujours un appoint. Ça va peut pas aller plus changer qu'un le- appoint. Je veux dire, il faut prendre un exemple. Aux États-Unis, il y a un conseiller maintenant 3D. Enfin, 3D. En IA, vous pouvez l'appeler 24 heures sur 24 pour vos cultures. Vous faites de la photo, il va vous donner un conseil. D'accord. Bon, le problème, c'est que ce conseiller travaille pour une entreprise, que le conseil, il va vous dire Ah, tel produit phyto qu'il faut utiliser ou Ah. tel engrais. Mais on peut aller jusque-là. d'accord. Alors on touche du doigt. C'était ma question suivante. Quels sont les risques? Les risques, j'allais dire, dans l'utilisation, les risques dans la propriété des données, et Adrien reviendra vers vous, hein. Et vous prenez la parole tous quand vous voulez, hein, n'hésitez pas. Quels sont les risques? Vous avez la parole, Yannick. Quels sont les risques? Est-ce qu'on peut les énumérer ou est-ce que... Moi, je vais en donner un seul. Oui. Après, je vais laisser les autres parler. Mhm. Un seul pour les étudiants. Je suis désolé, c'est le métier d'étudiant, c'est la facilité. Ah oui. On cherche, on a la Ça, c'est une réponse tout de petite claque suite. pour vous, les enfants, là. Hop là. On cherche, on trouve tout de suite. On fait plus l'effort de chercher, donc on retient pas. Ah oui. Ça peut être un problème. Quand vous allez en élevage, ben non, j'ai plus les repères en tête parce que je les ai pas appris. Je les ai utilisés, mais je les ai pas apprises. Et ça peut être un risque aussi D'accord. pour les métiers du Trop futur facile. ingénieur, du conseiller, etc. sur le terrain. Ok. Je donne la parole à... Maxence, vous avez pris le Oui. micro, allons-y. Deuxième point, moi, c'est surtout la protection des données. Où vont nos données? Très intéressant. Qu'est-ce Parlez bien dans le micro. Qu'est-ce qu'elles alimentent Oui. Et aussi, il faut faire attention parce que pour l'instant, on n'a pas encore trop d'informations sur la divulgation de nos données, à quoi elles servent derrière. La transparence, quoi. C'est ça, donc pour l'instant, restez méfiants sur les informations qu'on donne à l'intelligence artificielle C'est ça. quand on fait une recherche quelconque. Mais c'est Parce ça, que oui, ce serait... les robots ou tous les robots vendus par des entreprises privées, les robots ou les OAD, bon, ça va chez eux, mais du coup, on en perd peut-être ou même totalement la maîtrise. C'est On ça. est d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça aussi parce qu'en soi, on n'a pas vraiment de prévention. On ne sait pas vraiment où vont nos données. Par exemple, si on met une base de données sur ChatGPT, en fait, on ne sait pas comment il va réutiliser ça par Ah oui. la suite. Donc, si c'est confidentiel, ChatGPT, rapport à- pareil qu'il l'utilise. Hein. Tout ce que vous lui donnez, Bah oui, c'est ça, il peut le mais- réutiliser demain Oui, pour oui. quelqu'un d'autre. oui, voilà, c'est ça. Pareil. Et moi, un autre risque pour les étudiants, c'est un peu comme vous disiez, c'est au niveau de la fainéantise aussi. Ouais. Il ne faut pas qu'on devienne feignant. Ça y est, on ne cherche plus l'info. C'est bien de dire les choses. c'est Oui, bon, ouais. c'est Ouais. comme par exemple quand il n'y avait pas Internet, les gens ils cherchaient dans les livres et tout ça. Nous maintenant on a eu Google, on mettait ce qu'on voulait savoir et on avait l'info directe. Là c'est pareil avec ChatGPT, c'est encore plus rapide. Tu cherches Ouais. même plus sur les différentes choses que Google te propose. Tu as directement l'information. Mais il faut savoir que ce qu'il dit n'est pas toujours fiable. Il faut vérifier les sources, savoir d'où ça vient. Et voilà. Et un autre exemple de fainéantise aussi auquel je pense, c'est par exemple, moi je sais pas, quand j'écrivais un rapport de stage, je trouvais que ma phrase n'était pas très professionnelle à lire. Et du coup, je lui demande, reformule-moi ça bien. Et du coup, il me faisait ça, mais très bien. Ça faisait comme si c'était moi qui l'avais écrite. Et Sauf si après que- vous dites que c'est moche de l'utiliser, mais je vous en Oui. prie. Mais sauf que là, je me suis dit, en fait, si je demande ça pour toutes les phrases, je fais même plus l'effort de savoir rédiger Ah oui, par très moi-même. bien. Vous êtes rendu compte que ça allait Oui, peut-être un oui, peu loin. vraiment. Et D'accord. en fait, on peut clairement devenir rapidement dépendant de cet outil. C'est ça. Ça devient... D'accord. Parfois, je trouve que ça devient même un peu grave, quoi. Il faut savoir se raisonner, pas l'utiliser tout le temps, parce que, au final, on saura plus écrire, réfléchir, chercher, et quand on se retrouve devant notre copie, on Alors, se sent un peu bête sans ChatGPT. Ça me fait quoi. penser à un débat, moi j'ai 53 ans, c'était, ça va faire bizarre pour les jeunes d'aujourd'hui, c'était la calculatrice. Hein, c'était un peu plus jeune que moi. La calculatrice, on nous disait, vous ne saurez plus compter. Je vous le confirme, je ne sais pas compter. Je ne sais pas du tout compter. Et sans calculatrice, et aujourd'hui sans mon téléphone qui calcule pour moi, parce qu'il y a une calculatrice dessus, je suis incapable de faire des additions un peu complexes. Adrien, qu'est-ce que vous répondez à ça? Et vous, les risques, comment vous les voyez? Ouais, je rejoins les étudiants et je vais donner la vision de l'autre côté. Est-ce que du coup dans mon métier maintenant j'encadre des stagiaires un peu tous les ans. Alors, J'ai vu la vraie différence de l'époque avant et après ChatGPT. Et en fait, tout ça, je pense qu'autour du numérique, il y a toujours, ça a été montré, il y a toujours une hype qui est énorme au début. une hype, ça veut dire? On trouve ça très bien, on Ah va oui. l'utiliser énormément. Ouais. Après, on va être très déçus. D'accord. Puis après, on va trouver son juste milieu. On va retrouver sur le juste milieu. Je pense qu'on est
pas loin du haut de la hype. Mais est-ce et qu'on va qu'on sera redescendre, peut-être tu crois? bientôt déçus. Il va falloir apprendre à utiliser ces outils, à doser leur utilisation. Et notamment, là, j'ai entendu des exemples sur les ingénieurs agro. Maintenant, ils apprennent beaucoup à coder. Avant, pour apprendre à coder, on allait sur des forums, il fallait faire l'effort de bien formuler sa question, de trouver une réponse, mais qui n'était pas exactement notre réponse, et l'adapter, quoi. Aujourd'hui, vous demandez à ChatGPT, il sort du code, et je le vois avec tous mes stagiaires. ChatGPT est une usine à produire des choses complexes, incomprises là-dessus. Et donc, il y a un vrai effort à se dire, est-ce que ce qui est facile, la super analyse, je la sors en 5 minutes, avant il nous fallait 3 jours. Mais est-ce que je la maîtrise? Et est-ce que demain, s'il y a un conflit géopolitique ou économique, que ChatGPT passe à la licence à 300 € par mois, est-ce que je saurais toujours faire ça, quoi? Et je pense que le processus, moi je n'ai pas appris sur des livres, j'apprenais déjà sur Google. On passait un peu de temps, c'était un peu la difficulté qui nous faisait nous approprier le message. Donc là, il va falloir que les étudiants apprennent à prendre ce recul pour vraiment ingérer ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Mais est-ce qu'on y arrivera? Parce que j'allais dire, c'est un mouvement sociétal général. Et est-ce que la nature humaine ne nous amène pas à être feignants, entre guillemets? Oui, mais on aura vite des retours de bâton. Quand on fait ça et que c'est pas stable. Yannick, et après Clara. Oui, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de parler là, de l'autonomie intellectuelle. Hein. Oui. Et c'est ça qu'il faut sauver, quoi. On ne peut pas se permettre de ne pas être autonome intellectuellement. Et ce que disait Yannick tout à l'heure, qui consistait à dire les gens n'auront peut-être plus de repères dans la tête, je confirme absolument. Et quand, en tous les cas, moi, mes élèves, quand ils sortent de l'école, ils savent, normalement, enfin, pour le moment, ils savaient, qu'une truie, ça fait à peu près, ça sort 25 ou 26 porcs charcutiers par an, que Oui. s'il y a plus de X% de mortalité, je suis dans un élevage qui déconne. Si D'accord. une truie Ils ont les grands repères et ils les maîtrisent. je Ils sais les ce que ont en c'est eux. qu'une truie normale, une truie pas normale, une truie qui un intervalle vélage normal, un truc un peu bizarre. Et donc quand je rentre dans un élevage, rapidement je me fais une idée. Mais ça, on doit continuer à être capable de faire ça, hein, sinon on va plus servir à rien en fait. Mais est-ce qu'il y a un risque que ça disparaisse, ça? Ah oui, quand même. Ça va dépendre aussi de nos méthodes d'enseignement. Ah bah, on va en discuter. Et de faire en sorte que les élèves ne puissent pas se passer de savoir cela. D'accord. Clara, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je suis totalement d'accord sur le fait que la fainéantise nous gagne un peu. Je me suis déjà fait la réflexion en me disant, bah mince, là, tu réfléchis plus et tu prends la facilité. Ça reformule. Enfin, des fois, oui, on se demande la reformulation, c'est tellement facile, on a tellement C'est ça. une facilité d'accès à cet outil que on se pose même plus de Ah oui. questions. On n'écrit plus, quoi. C'est dommage. Mais moi, le risque aussi, on en a parlé un petit peu, mais pour moi, la source des informations, quand on demande notamment des informations scientifiques, il faut vraiment vérifier les sources, parce que ChatGPT le note, hein, normalement, les sources. Oui. Mais entre un article scientifique et un blog d'un quelconque illuminé. voilà, et des fois, il fait un mix de tout ça, et voilà, il y a du vrai, du faux. Faut vraiment, je pense qu'il faut qu'on apprenne de plus en plus à justement démêler le vrai du faux et apprendre à se rendre compte des sources à prendre en compte. D'accord, à critiquer, analyser les Oui. infos qu'on vous envoie via l'intelligence artificielle. C'est garder son autonomie intellectuelle, on va dire. Hein. Exactement. Je fais une petite pause, je me retourne vers la salle. Si jamais il y a des questions, des réactions, est-ce que vous avez envie de réagir? Est-ce que vous partagez ce qui vient d'être dit? Bonjour, comment vas-tu? Attends, je t'amène un micro. On ouvre le micro? Ça va bien? Présentez-vous, parce que moi je vous connais, mais tout le monde ne vous connaît Bonjour. pas. Donc, je suis Marie-Thérèse Bonneau, je suis agricultrice en Vendée et je suis présidente du Césaire des Pays de la Loire. Je suis venue avec des collègues qui travaillent sur l'intelligence artificielle. On fait un rapport en ce moment sur ça et donc c'est ce qui fait que nous sommes présents à votre table ronde de ce matin. Si vous me permettez une intervention par rapport à ce que vous venez d'évoquer, effectivement, on était à regarder les risques de l'usage. Il ne faut pas perdre de vue que c'est un outil, et en tout cas, tout organisé pour que ça reste un outil. À notre usage. À notre usage et à notre main. Et
Est-ce qu'il y a un risque? Je m'excuse, je vous coupe. Oui, Marie-Hélène. il y a- Est-ce qu'il y a un risque que la machine prenne un peu le contrôle? Il y a un risque, comme il y a eu des risques précédents sur des évolutions précédentes. Et tout à l'heure était pris l'exemple de dire, par exemple, l'outil me dit je dois utiliser tel produit. Oui. Auparavant, on avait un commercial qui passait dans la ferme et qui nous disait tu dois utiliser tel produit, C'est et vrai. qui était exactement dans C'est le vrai. même angle, c'est-à-dire que lui, il avait besoin de vendre des produits. Donc, vrai. ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est très important, c'est que ce que vous venez de dire juste à la fin, c'est qu'on doit être suffisamment outillé personnellement pour avoir des éléments techniques qui permettent d'avoir le recul par rapport à ce qu'on nous propose. Et il faut garder le pilotage, c'est-à-dire que c'est toujours l'agriculteur qui doit rester, je dirais, celui qui prend la décision. Et tout le reste n'est que une facilitation de son travail, mais ne peut pas le remplacer. Et en tout cas, c'est dans cette Et posture-là. ne doit pas, j'entends aussi, ne doit Oui. pas, parce que là, on est à la limite. Il Oui. peut peut-être le remplacer, non? Mais c'est Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense qu'il peut le remplacer, mais c'est ce que j'évoquais juste avant. Avant l'intelligence artificielle, on pouvait aussi être dans ce risque-là, où le pilotage ne lui appartienne plus. C'est pas quelque chose qui. Oui, mais il y a c'est- l'automatisation qui a changé les choses. Oui. Avant, on ne pouvait pas remplacer le travail Oui. humain. Il fallait un paysan Mais pour faire alors- le boulot, quoi. Aujourd'hui, dans un poulailler ultra connecté, est-ce qu'il y a besoin d'un gars qui rentre? Oui, toujours. Toujours? Heureusement, parce que justement, ça peut être un homme ou une femme d'ailleurs. Oui, bien sûr, évidemment. Excusez-moi. Et en fait, c'est utile par rapport justement à la maîtrise de son. Ah bah, s'il rentre plus, il perd la maîtrise. Ça, c'est sûr. Il perd son. Et en fait, Il n'y a plus de travail. moi, je vois ces choses-là comme étant. Alors, je vois bien tous ces éléments de risque, mais je vois l'élément important de l'attractivité que ça représente. Bien sûr. C'est-à-dire que on est ici à parler des OAD en agriculture. Ça va être exactement la même chose dans les autres métiers où il va y avoir la même question de la maîtrise du travail que l'on fait et pour quelle finalité, parce qu'en fait fondamentalement c'est ça, c'est la finalité qui doit être identifiée. Et à partir de ce moment-là, nous, les agriculteurs, l'agriculture va être en concurrence avec les autres métiers. Et si on veut continuer à être attractif, il faut être sur ces éléments-là. J'entends cet argument qui est extrêmement fort, c'est qu'en effet, le métier pourrait être extrêmement soulagé, facilité. On est bien d'accord. Yannick. Je vais juste rajouter un point. Il y a des articles qui sont sortis cet été où on a découvert que les outils d'intelligence artificielle générative pouvaient mentir. Ils ont vu que dans la littérature, l'être humain pouvait mentir. Donc par rapport à une requête de leur créateur, il a menti pour aller dans le sens qu'attendait le créateur, le sens de la réponse. D'accord. Donc la fiabilité. Pour l'instant, on disait, Bon. non, il se base que sur ce qui est publié, Sur des faits réels, prouvés. mais il a oui. trouvé que, je ne sais pas quel est l'outil, c'est pas GPT, il y en a d'autres, il y en a Ouais. plein plus performants encore. Eh bien, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des dérives. Ok, entendu. Vous voulez réagir? Oui, Maxence? un autre point aussi qui me vient là après les discussions pour plus tard soulager aussi les agriculteurs, les éleveurs, c'est pour la gestion de l'administratif. Ça, En c'est vrai. France, qui est C'est quand vrai. même Qui est pas, lourde en France, qui on est va se assez le dire. lourde, Hein, c'est oui. pas le truc le plus simple. Ça peut être un outil assez, Bien sûr. utile pour Oui, les agriculteurs. si sur son pour, téléphone on peut déclarer tout, enfin c'est ça, déjà c'est déjà plus facile. simplement Quoi. et On en est une d'accord. fois. En une fois, ouais. Voilà, au lieu de différent. faire multiples déclarations. On est le pays pour ça. Adrien. Je vais revenir moi un peu sur l'attractivité et peut-être nuancer ce point. Je pense que tout ce qui est numérique, intelligence artificielle, on est dans la continuité de ce qu'on appelait la modernisation. Mon grand-père a acheté son premier tracteur. Eh oui, Mon père n'était pas agriculteur, mais il aurait peut-être acheté ses premiers robots. Et si je l'étais, j'investirais peut-être dans mes premiers outils d'intelligence artificielle. Néanmoins, et l'IA nous le dit aussi, la société a encore une image d'Épinal de nos métiers. Et Vraie quand question. on leur montre ça, en fait, il y a un choc. Et par exemple, il y a eu des super papiers de montrer. Demandez une image de vache à ChatGPT. Il ne vous mettra, si vous le faites en Amérique, c'est moins vrai chez nous, mais il vous mettra jamais une vache en bâtiment. Enfin, il vous la Oui. mettra toujours dans une prairie. dans une prairie. Et en fait, L'image d'Épinal, l'IA quoi. générative, je pense, c'est aussi un reflet de ce que la société pense et de l'image d'Épinal de nos métiers. Et moi, j'ai rencontré certains jeunes
Et c'est peut-être pas si sain, mais qui recherchent cette image d'Épinal il y en a aussi dans beaucoup. nos métiers. Bien sûr. Donc il faut réussir à pousser et montrer que nos métiers en fait, sont aussi modernes que le reste de la société, ni plus ni moins. Et peut-être que l'IA aussi peut être un outil de communication là-dessus. Mais est-ce que ça va régler le problème d'attractivité? Je ne suis pas Pas sûr, mais ça peut aider. Bon. Dernière question là-dessus sur cette. Je vous en prie. Vous prenez le micro qui est devant vous. Je vous en prie, madame. Présentez-vous. Bonjour, Géraldine Papin-Béalu. Moi, je suis du Césaire Pays de la Loire aussi, présidente de la commission économie, emploi, agriculture. Deux choses. Je reviens sur ce que vous disiez sur la sécurité des données, enfin le questionnement de dire où vont nos données. C'est vrai que c'est un sujet qu'on se pose tous. Et après, la question de se dire, c'est est-ce qu'on n'hallucine pas non plus, nous, à avoir peur de tout? La preuve, quand depuis des années, on utilise des outils comme WeTransfer, qui sont devenus des outils banalisés pour envoyer des dossiers volumineux, parfois confidentiels. Personne ne se posait la question de savoir où ça allait. Et pourtant, ça allait aussi, quand on regarde les CGV, ça allait aussi où ça va actuellement. Ouais. Donc, il y a aussi notre questionnement à nous. C'est quelque chose qui nous fait peur. On a tendance à venir le diaboliser. Mais donc, du coup, vous êtes confiante, vous? Parce que déjà, on utilise en termes de risque, il en existe. Dédramatiser. Il en existe. Mais le risque, pour moi, le plus important, c'est que le risque l'emporte sur l'usage, sur l'appropriation et sur le faire. Et qu'il ne faut pas que le risque nous empêche de mettre les mains dedans. Parce que tous les autres arrivent de plus en plus vite et que le risque sera plus grand de ne pas y être allé, à mon sens, que le fait d'avoir peur. Voilà. On est d'accord. Et le deuxième sujet concerne la partie liament de monsieur Yannick numéro peut mentir. Yannick de gauche. Peut mentir. Peut mentir. Alors là, moi, j'entends de tout. Non, mais peut mentir, je suis pas à l'aise avec la notion de peut mentir parce que l'outil ne peut pas. Enfin, on ne lui demande pas de raisonner, de mentir. Ce n'est que de la statistique et de la probabilité. Oui, d'accord. Ce ne sont que des réponses entraînées sur des données qu'on lui a fait bouffer. Et quelque part, ce qui veut dire, il donne des réponses erronées. C'est ça qu'il veut dire. Et il ne comprend pas ce qu'il nous répond. Quand on a compris ça, dans l'IA, on ne peut plus dire que ça ment. Bien sûr, ce n'est pas un humain, il ne peut pas mentir, mais il peut dire des choses fausses. Et ça rejoint tout ce que disait chacun, de se dire l'humain doit être au départ, enfin ce que vous avez tous dit, le contrôle est obligatoire, l'humain au départ, l'humain à la fin. Et quand on demande quelque chose à l'IA, il faut se questionner, de dire aurais-je la capacité à analyser le vrai du faux, ce qu'il me répond. Donc si je ne suis pas expert, je ne m'en mange pas à aller poser des questions experts. Merci. Alors justement, ça nous amène à la deuxième partie de notre débat. Puisque vous êtes des ingénieurs et des profs d'école d'ingénieurs, on se demande maintenant qu'est-ce que ça doit changer, qu'est-ce que ça peut changer, qu'est-ce que ça va changer dans la formation que vous avez reçue et que vous allez recevoir demain ou que vos camarades recevront demain, les promotions derrière. Est-ce que vous avez sur l'IA, allez on commence avec vous Léna, je vois que vous avez pris le micro, vous avez eu une information ou une formation spécifique? Qu'est-ce qu'on vous a formé à l'école là-dessus? Au final non, pas vraiment, on n'a pas vraiment eu de formation par rapport à l'IA. Et je reviens à ce que la dame disait, comme quoi on se posait tous la question de où vont nos données et tout ça. Mais en fait, si on se pose tous la question, c'est qu'on n'a pas la réponse. Et que justement, je pense que dans vous aimeriez savoir? Oui, j'aimerais bien que dans notre formation d'ingénieur, parce qu'on va être amené à utiliser de l'IA, savoir concrètement quels sont réellement les dangers de l'IA, parce qu'on parle de la confidentialité des données. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Donc ce serait bien d'avoir une petite formation, de savoir les dangers, les avantages aussi, bien sûr. Et qu'on vous explique le fonctionnement tant qu'on peut, quoi. Comment l'utiliser intelligemment et sans en être feignant, abéti et dépendant, quoi. Évidemment. Maxence. D'accord avec Léna. D'accord. Le même avis. Clara. Et donc, vous avez eu une formation ou pas? Parce qu'on a eu donc à l'ESA. Pareil, Maxence, vous confirmez, vous n'avez pas eu de formation? Pas de formation, mais ça serait intéressant. Après, c'est un outil nouveau qui a besoin d'être réfléchi avant d'être mis dans un programme d'éducation. Donc ça ne m'étonne pas qu'on n'en ait pas encore eu. D'accord, vous êtes moins demandeur, mais vous êtes un peu d'accord. Si, on est demandeur, mais ça ne m'étonne pas que ce ne soit pas encore dans le programme, mais ça va arriver, je pense. On va voir, on va demander aux profs, on va bien voir comment ça va se passer. Clara, chez vous, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez reçu une formation ou une information déjà sur l'intelligence artificielle? On a eu quelques notions. Et notamment... Vous pouvez dire la vérité, c'est pas parce qu'il est à côté de vous. Hein. On a eu une visioconférence justement parce qu'il y avait une semaine dédiée à l'IA à l'université de Rennes. On a pu assister. Mais pas dans votre école, c'était d'accord. Et vous avez eu une visio? Oui. C'est bien. Combien d'heures? 2 heures? C'était 2 heures, oui, c'est ça.
Et après, c'était sur un peu l'histoire de l'IA, etc. On va se parler franchement, vous en avez retenu quoi? Moi, j'aurais préféré. Non, mais après, on aurait pu assister à d'autres conférences, je pense, volontairement, mais j'aurais préféré plutôt qu'on nous parle de l'application actuelle Pratique, et concrète des cas d'aujourd'hui. concrets qui sont faits aujourd'hui, que ça soit l'IA générative ou les outils d'aide à la décision. Vous vouliez pas un en cours élevage. historique sur d'où ça vient et comment ça Non, fonctionne? c'est sans doute important à connaître, mais Mais j'ai vous, pas ça vous retenu a pas grand-chose. passionné. D'accord. Adrien, même question pour vous, mais c'était quelques années plus tôt. Vous avez 5-6 ans de plus que Ouais, nos amis. C'est ça. Je pense avec le recul, les formations d'ingénieurs agro sont quand même top. On nous éduque à beaucoup de choses, à la science de la donnée. Ce qui manque peut-être, c'est de leur dire, ça c'est de l'IA, en Ah fait, oui. et vous en avez déjà fait. Déjà, quoi. Et en fait, c'est des clés de compréhension pour leur dire, dans votre mal à outils, vous avez déjà beaucoup de choses pour être critique, parce que là, finalement, tout ce qu'on dit, c'est gardons des ingénieurs critiques sur les outputs et sur les sorties de notre IA. Et ça, on a déjà un petit peu ça. Il faut peut-être leur dire un petit peu au début, ou je sais pas, à mettre un drapeau, ça c'est fait par IA, et regardez, des données de robots de traite, de détecteurs de chaleur, de modèles génétiques. Vous en avez tous étudié, quoi. Donc je pense qu'il faut un peu dédramatiser, démystifier l'intelligence artificielle. Parce qu'on parle de l'attractivité, mais moi je suis un peu utilisateur des futurs formés, qu'ils soient stagiaires et futurs collègues. Et quand vous leur montrez, venez faire de l'intelligence artificielle chez nous, ça fait plus peur que ça n'attire. Ah bon? Et Même ça, faut le dire. Dans les ingénieurs, il y a une forme de crainte, de peur? Sérieux? Allez, dites-le nous. Moi, je le ressens comme ça, de leur dire ce type de sujet, ils vont se dire c'est complexe, c'est mathématique. Moi, je veux faire de la biologie, du bien-être animal au hasard. Et du coup, il faut dédramatiser et leur dire en fait, c'est dans la continuité de ce que vous faites déjà. Après, on aura besoin de spécialistes. Et ça aussi, est-ce que cette formation existe? Elle existe dans le végétal avec un peu des spécialistes du numérique, de l'IA. On va se poser la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Végétal. Et là, je passe Yannick. la main à Yannick, mais peut-être qu'un jour, il m'enverra des super formés sur le sujet. Oh, c'est une demande. Donc du coup, Yannick, je reviens à la base. Qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, déjà sur l'IA? Quelle est votre approche avec les étudiants? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire demain? Alors, ce qu'on va faire demain... Non, déjà, ce que vous faites aujourd'hui, Alors, ce qu'on c'est fait juste la aujourd'hui. visio pour l'instant? Non, Ça Clara n'est pas au courant, mais la semaine prochaine, elle a 8 heures de... Ah, un peu ça va la voilà. calmer, là. Ouais. Mais non, au contraire, j'espère que ça va l'intéresser parce que c'est vraiment des applications. C'est une des collègues d'Adrien qui intervient sur le comptage de moutons, des choses comme ça. C'est ce D'accord. qui est prévu. Donc on a des collègues qui vont Une journée entière? ça va être sur 2 demi-journées. Ouais. 2 demi-journées? Donc il faut savoir ce que disait Yannick, ce que tout le monde est d'accord, c'est qu'on a des programmes qui sont fixés Chargés. pour une période. Oui. Donc quand vous avez des nouveautés, et l'IA c'est quelque chose quand même d'assez nouveau, nos programmes c'est tous les 10 ans qu'on les revoit. Ah oui. Ah oui, parce que Ah oui. il faut que Ah oui, ce 10 ans, c'est soit long. validé par la commission des titres d'ingénieur. Enfin, c'est un Ah peu oui. compliqué. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On a D'accord. une certaine liberté. Donc les programmes sont en révision. D'accord. Donc il y aura sans doute plus d'IA en première année, deuxième année, dernière année. De toute façon, il y a des spécialisations dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui de plus en plus orientées vers l'IA. Et pour faire un petit aparté par rapport à ce qu'elle a dit, par rapport à la conférence d'introduction, il y a effectivement à Rennes maintenant, toujours la première semaine de septembre, une semaine entière dédiée à l'IA. Ça s'appelle toute l'intelligence artificielle à Rennes. Donc la personne qu'elle a vue, elle intervient en plus cet après-midi dans une réunion. Dans une ici. conférence. Voilà, hein. vous pourrez Ouais. aller la voir. Donc il faut savoir que quand ça a été mis en place, c'était la deuxième année. La première année, il y avait un mouvement à Rennes d'autres étudiants qui ont bloqué les amphithéâtres, Non. qui ont bloqué la journée. Donc elle a été rapatriée dans un centre un peu sécurisé Au nom de quoi? Pourquoi ils se bloquaient? parce que c'est le refus de l'IA. Ah, ça L'IA existe, ne doit ça pas intervenir dans notre vie, ne doit pas... Je ne participerai pas dans ce débat, mais il y a Ça ce existe. mouvement. Ça existe. Il est Dans assez- vos étudiants, vous le constatez? Alors, je ne dirais pas pour mes étudiants, parce que c'est eux qui sont plus au courant. Dans une promotion, Il y en a. il y a des anti-IA. D'accord. On a des anti-élevage, comme vous avez des anti-tout ce que vous voulez. Il y en a. D'accord. Donc, approcher l'IA, faut aller tout doucement, je dirais. Ouais. Montrer, ne Ça peut pas- faire peur, en faire la complexité. Déjà, la peur de principe et la complexité, c'est une deuxième peur. Mais complètement, et ça, il faut bien en avoir conscience. Donc, on va y aller dans toutes les écoles. On n'en fera pas des spécialistes de l'IA parce que si on fait plus d'IA, ça veut dire qu'on va retirer Oui. certains cours. Alors, on parlait des repères avec Yannick tout à l'heure. Il
faudra bien prendre quelque part. Hein. C'est ça. À un moment donné, il faut parler des fondamentaux, de nutrition, d'alimentation, enfin d'alimentation, de repro. Et si on fait que de l'IA, on va oublier ça. C'est ça que vous me dites. Voilà, ou alors ça sera en dernière année pour des spécialisations, mais on ne peut pas tout faire. D'accord. Et une petite question avant de donner la parole au deuxième Yannick. Est-ce qu'il vaut mieux, parce que je sais que c'est vous qui m'avez donné la phrase, est-ce qu'il vaut mieux former un expert en IA aux questions agricoles ou l'inverse, quelqu'un qui est spécialiste des questions agricoles et le former à l'IA? Adrien, quelle est votre opinion là-dessus? Moi, je pense que je suis un peu chauvin, mais on a une qualité de formation des ingénieurs agro qui peuvent faire beaucoup de choses. Et nous, dans nos métiers, on a les deux aussi dans les collègues. Et l'ingénieur agro est tout à fait capable de monter en compétences très vite sur le sujet. Et après, c'est aussi une histoire de goût. Quand vous avez quelqu'un en fac de mathématiques, l'intéresser à l'élevage, s'il est déconnecté depuis très longtemps, c'est plutôt une question d'appétence que de compétences. Mais en tout cas, nos agros ont le niveau pour aller sur ces thématiques. Bon. Yannick. D'ailleurs, l'agriculture a toujours formé tous ces cadres sur presque tout. Traditionnellement, l'histoire de l'agriculture, c'est ça. Hein. C'est les écoles de formation agronomique, elles ont toujours formé les gens sur tous les sujets qui concernaient l'agriculture. On n'a jamais laissé d'autres venir de l'extérieur. Mais est-ce que c'est une bonne idée, ça? Des fois, l'hybridation, c'est bien aussi. On leur a jamais laissé le monopole, en tout cas. Le monopole, d'accord. Voilà. Bon, alors, du coup, chez vous, on est Paris Carène, hein, on n'a pas encore fait des tonnes de choses. Ouais. Est-ce qu'il y a une formation spécifique là-dessus chez vous? Non. Bon, par contre, évidemment, la formation aux bases de données, la formation à la méta-analyse, et tout ça, ça prépare un peu à ce genre de choses. Ça, vous le faites déjà? Après, ça fait quelques années qu'on en parle. On se dit, bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc, on est en train de mettre des trucs en place, mais ce n'est pas encore fait, là. Après, on fait nous aussi, pendant la dernière année, l'aspect que j'anime, on fait ce qu'on appelle des conférences du soir. Donc on fait venir des spécialistes qui nous parlent d'un sujet. Domaine, d'un sujet. Et cette partie-là, elle a toujours fait partie de nos conférences. Donc dans les conférences du soir, il y a toujours ça. Okay. Mais c'est vrai que bon, il est plus que temps qu'on s'en occupe. Mais je ne sais pas si c'est comme ça, Rennes, mais moi j'ai l'impression qu'on n'a pas si bien. On n'a pas vu ça venir. Enfin, on a été un peu pas comme tout le monde. Moi, le premier, le citoyen de base, ça m'est tombé dessus. Vous voyez bien des trucs se faire, mais... moi, je voyais rien. Moi. Oui, d'accord. Je comprends. Du coup, vous me disiez quand même que pour l'avenir, vous pensiez à des choses. Vous pensez à quoi pour introduire l'IA dans la formation de vos étudiants ingénieurs? Comme je ne suis pas spécialiste, nous, ça fait plusieurs temps qu'on se dit il faudrait qu'on arrive à faire comprendre à des étudiants ce qui se passe, justement, quand on a des systèmes de régulation, par exemple, de la vie d'un poulailler. Et donc, d'essayer de décortiquer tout ça, de récupérer toutes sortes de bases de données issues des poulaillers, comment la machine les a traités, qu'est-ce qu'elle en a fait, qu'est-ce que l'éleveur en a fait, qu'est-ce qu'il a décidé à partir de ça, pourquoi il a fait ça, etc. On pense qu'on va faire ça. Donc, ce serait une demi-journée. Je ne sais pas si ça résoudra tous les problèmes, mais c'est sûr qu'on va faire ça. Une journée, une demi-journée sur un cas précis, un exemple ou 2 jours. Avant, il faut bien le préparer. Il faut l'avis d'un poulailler avec toutes les données qu'il émet, et puis le traitement, l'analyse, et puis on fait un cas concret. C'est ça ce que vous me disiez. Hein. Plus ou moins, oui. Très bien. Ça ne résoudra pas tout. Hein. Non, mais c'est un cas concret. Ça va montrer déjà les choses. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans la salle? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de dire? D'accord, pas d'accord? Est-ce que vous avez des idées pour injecter de l'IA? Vous voyez bien que les professeurs se posent la question. C'est compliqué parce que ça prend du temps, parce que c'est un bel aveu. On ne l'a pas vu venir pour une école d'ingénieur. Moi, les bras m'en tombent. On n'a pas vu venir l'IA. Mais c'est comme ça. Voilà. Alors, je voulais juste dire, cet après-midi, donc Alexandre Termier, qui va intervenir, qui a fait la présentation introductive, me dit que lui, il est prof d'informatique, donc il est à la pointe dans l'IA, ici à l'INRIA, à l'Université de Rennes. Eh bien, il peut faire ses cours, il peut faire ses examens, il peut faire ses corrections par l'IA. Ah bon? Les corrections par l'IA? Oui. Donc, jauger de la qualité d'une... Oui, remarquez, en mathématiques, c'est possible. Vous avez des analyses d'images maintenant. Vous pouvez faire une photocopie de la copie de l'étudiant et vous la faire analyser par de l'IA. Il ne le fait pas. Hein. Oui, je l'espère. Enfin, quoique. Il faudrait lui poser la question. Mais ça prouve qu'on peut aussi, on parlait des étudiants, nous aussi, nos métiers, sans doute, qui vont être amenés à... C'est une révolution incroyable. Mais Yannick. Il y a quelque chose que je voulais ajouter tout à l'heure, j'ai oublié. Il faut toujours se dire que dans une école d'ingénieur,
les élèves ne sont pas formés que par les profs. Hein. Et que les élèves font des stages tous les ans. Oui, oui. Et moi, je constate que dans beaucoup de stages, il y a un apprentissage de l'IA. Donc Oui. ça, c'est Dans déjà la en pratique, place. quoi. Parce que, Oui, en fait, Bah, comme, nos étudiants vous avez vont en témoigné. stage dans des organismes de recherche, Bien sûr. Qui souvent utilisent très l'IA. avancés. Oui. Et puis, moi, je vois que j'ai dans des étudiants qui ont fait des thèses à l'INRA, mais en collaboration avec l'INRIA à Rennes. Et en fin de compte, par ce biais-là, en tous les cas, il y a eu une formation. Et moi, je sais très bien qu'on a des anciens étudiants qui sont hyper bons là-dedans. Donc, ils ont trouvé le moyen, en tous les cas, Eux-mêmes. d'y arriver. Adrien, il n'a pas été formé, et maintenant c'est un expert. Et en allant dans des stages, des structures Oui. où il y avait un mix entre les agronomes et les mathématiciens. En fait, ça fait longtemps que ça C'est existe. son appétence personnelle qui a mixage fait que... des formations. Adrien, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour vous moi, former? c'était, Parce que c'était il y a quoi, 10 ans que vous étiez à l'école, 10, 15 ans, et on ne parlait pas d'IA encore à l'époque. à peine. À peine. Je pense que moi j'ai découvert ça un peu par hasard et c'était l'appétence de la transversalité, d'être une personne transversale au service de différentes questions de nos éleveurs et un peu d'appétence mathématique aussi, ça me plaisait bien. Et après, on suit, enfin comme tout métier d'ingénieur, là je pense qu'il y a des étudiants, votre formation vous êtes qu'au début, quoi. Vous avez toute votre carrière pour continuer d'apprendre et vous pouvez devenir un expert de ce que vous voulez derrière, quoi. Et je rebondis sur les stages. S'il y en a qui veulent mettre le main dans le cambouis, je ne sais pas s'il y a des étudiants ici. Moi, j'en propose. Avis Donc, aux restez amateurs avec si moi vous à voulez la faire fin. des stages. Parfait. Bah oui, vous cherchez du monde en stage. Et il y a une appétence qui est limitée, si j'entends bien quand même, pour ces sujets-là. Et après, Yannick. Et encore un truc à dire, c'est que je confirme ça aussi, c'est que dans une promotion d'étudiants, il y a une hétérogénéité assez forte en termes d'intérêt. Et on voit bien qu'il y a des étudiants très matheux. Et ceux-là, c'est marrant, ils y vont, quoi. Naturellement. Alors, évidemment, ça ne nous affranchit pas de notre responsabilité de prof. Mais n'empêche qu'on voit bien qu'il y a effectivement une appétence de certains étudiants. Et tous ceux qui ont un esprit très mathématique, ils vont plus que les autres vers ça, bien évidemment. Oui. C'est bon, bien sûr. Clara ? Et pour rebondir un peu donc, sur ce que nous apporte la formation d'ingénieur, moi, je trouve qu'elle nous apporte une ouverture d'esprit qui est quand même énorme. Et donc, on est amené à rencontrer beaucoup de gens, on se construit un réseau, et puis on est amené à étudier différentes choses sur des domaines extrêmement différents tout au long de notre cursus. Et donc, on ne vient pas s'enfermer, on est ouvert à tout. C'est pas parce que... on va venir se spécialiser en production animale, par exemple, qu'on ne va pas faire de l'IA en production végétale en sortie d'école. Donc voilà, je pense qu'on est tous capables d'aller vers l'IA et que voilà, c'est l'ouverture d'esprit qui est importante dans le cursus et qui va nous aider beaucoup dans le futur. Parfait. Petite question adjacente, Adrien. C'est l'intervention de de Clara qui m'y fait penser. Est-ce que dans le végétal, ils sont plus avancés sur l'IA que nous dans l'élevage ? En fait, je pense que le paradoxe du végétal, c'est qu'ils sont plus avancés et plus puissants que nous sur la R&D, la recherche. D'une manière globale. Par contre, si on regarde ce qu'ils ont dans leur ferme et ce que nos éleveurs ont, je dirais que c'est l'effet inverse. J'ai déjà fait des tables rondes avec des collègues du végétal. Et en fait, quand on regarde les efforts de R&D et le buzz de toutes leurs startups par rapport à ce qui est vraiment dans nos fermes, et nos fermes notamment en élevage laitier et de monogastriques qui sont très automatisées et digitalisées, on n'a pas du tout à rougir, quoi. D'accord. Ouais, mais les gens du végétal, ils utilisent souvent des satellites qui sont publics, en fait, ou ils n'ont pas sur la ferme, c'est le satellite... Tandis que nous, il faut mettre des capteurs, des colliers, des machins... Voilà, c'est ça. Ouais. C'est très différent. Alors, y a-t-il questions, interventions dans la salle? Moi, je voudrais terminer en donnant la parole très rapidement. Vous nous donnez votre sentiment aux 4 étudiants. Allez, 3, 4. Est-ce que vous êtes plus étudiants? Que vous nous disiez ce que vous souhaitez pour vos successeurs ou pour votre dernière année. Qu'est-ce que vous aimeriez en termes de formation et d'information sur l'IA dans vos cours, dans les semaines, les mois ou les années qui viennent? On commence par Clara. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir? On l'a déjà un petit peu dit, mais faire face et étudier des cas concrets. Oui, vous aimeriez du concret. Oui,
surtout des applications, des OAD, c'est-à-dire voilà comment ça marche, ce que ça peut apporter, les limites, les inconvénients, les avantages. Existe, ce qui se fait actuellement et ce qui peut se faire dans le futur, pourquoi pas se projeter un peu aussi et voilà, Celle de demain. anticiper un petit peu. Et du coup, est-ce que ça doit être disséminé dans tous les cours? Par exemple, dans le cours de Zoot, les OAD de Zoot, ou est-ce qu'il faut plutôt un cours spécifique, ou une journée spécifique, ou une semaine spécifique sur l'IA? C'est une bonne question. Je pense que c'est aussi bien de l'intégrer un petit peu tout au long de l'année parce que voilà, on l'utilise dans énormément de domaines, donc aussi bien en alimentation qu'en reproduction. Donc voilà. Après, pour moi, une semaine dédiée, c'est bien aussi. C'est vrai que voilà, tant que vous avez l'information, voilà. Vous êtes heureuse. Léna? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Clara. Donc, pareil, des cas concrets avec l'utilisation d'intelligence artificielle. Comme je le disais tout à l'heure, aussi les risques, les préventions, les limites. Et voilà quoi. Et aussi, tout au long de l'année, dans tous les cours ou une formation spécifique? Je sais pas importe. trop. Ouais, peu importe. importe. Les cas concrets en zootechnie, bien sûr, mais après, dans tout, ouais. Est-ce que l'idée de Yannick qui était de se dire, allez, on travaille sur une ferme, un atelier, un Oui. volaille par exemple, et puis ça, oui. on analyse toutes les données, et puis on se met à la place de l'éleveur, on gère, est-ce que ça vous intéresse? Oui, ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est sur quoi on va travailler plus tard, quoi. Et aussi, je me disais, un peu savoir la définition clairement de l'IA. Et en fait, parce que j'ai l'impression que des fois, on a déjà utilisé de l'IA, mais on ne sait même pas concrètement que c'est de l'IA. Et c'est pour ça, moi, dans ma tête, des fois, je me dis, l'IA, en fait, c'est juste ChatGPT et tout ça, mais en fait, pas du tout. Il y a plein de trucs. Et je me renseignais aussi, j'ai lu des articles scientifiques, et en fait, on utilise l'IA pour beaucoup de choses dans la recherche et tout ça. Et ce serait un peu de définir clairement ça, qu'est-ce que c'est, quels sont les sous-domaines. D'accord, pour mieux comprendre déjà ce que c'est, voilà, et où ça démarre et où ça se termine, enfin où ça va. Ouais. Et dernier mot pour Maxence. Oui, donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit, je suis plutôt d'accord, totalement d'accord, mais ce qui serait bien, ça risque d'être un peu juste d'avoir des formations sur ça cette année, mais qui est ça pour les générations futures, pour les étudiants futurs, mais tout au long de l'année, pas juste... Oui, pas une journée, ça peut être bien sur un atelier, mais d'accord. Dédié ce serait bien toute l'année, sur différents sujets. Et dans chaque enseignement, j'allais dire qu'il intègre l'IA, c'est ça, que ce soit tout le temps. Parfait, merci à vous. Je crois qu'on peut remercier nos intervenants, merci beaucoup. C'était formidable, c'était super, extrêmement intéressant. Merci à vous, je vous applaudis. Merci à vous d'y avoir assisté.